Les réactions ont donc été nombreuses. Vous venez d'en voir une. À la tribune européenne de Nicolas Sarkozy dans Le Point, propose-t-il vraiment, comme ses proches l'affirment, une troisième voie qui réconcilierait les eurosceptiques avec l'Europe? On va en parler avec Bruno Jeudi, bonsoir, rédacteur en chef du Journal du Dimanche, et avec Édouard Tétrault, bonsoir, économiste, professeur HEC et créateur du think tank États-Unis d'Europe.com. Avant de parler des propositions sur l'Europe, on va dire un mot de politique, si vous le voulez bien. Parce qu'à l'UMP, tout le monde n'a pas apprécié que l'ex-président n'ait eu aucun mot pour son parti. Écoutez Xavier Bertrand. Je crois que c'est important qu'il s'engage pour l'Europe, mais beaucoup de nos électeurs, beaucoup de nos candidats auraient aimé qu'il s'engage aussi pour l'UMP. C'est-à-dire ? En indiquant, parce que je pense que nous voterons de la même façon, d'indiquer pour qui il voterait, parce que je pense que pour l'UMP, c'est important. Pourquoi n'a-t-il pas appelé à voter UMP, Bruno Jeudi? Parce que lui-même ne voterait pas UMP aujourd'hui? Parce qu'il n'avait pas envie de le faire? Parce qu'il ne veut pas se mêler du parti? Si, il votera dimanche d'ailleurs par procuration, mais il votera bien, sans doute pour la liste d'Alain Lamassoure en Ile-de-France. Mais c'est vrai qu'il ne l'a pas indiqué dans sa tribune. Il manque beaucoup de choses dans sa tribune finalement d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Et on voit bien que politiquement... cette tribune, c'était aussi surtout un moyen de faire un petit coucou aux présidentiables de l'UMP, ceux qu'il ne veut pas retrouver dans une primaire. Xavier Bertrand est l'un d'eux. On imagine que Laurent Wauquiez aurait pu dire une chose identique. Et puis on a entendu François Fillon, qui n'a pas eu des mots très gentils non plus. Je crois que j'ai entendu ce matin sur iTélé. Et puis Alain Juppé est resté assez silencieux globalement. Donc le seul qui s'est réjoui finalement, c'est Jean-François Copé, parce que ça l'arrange un peu que Nicolas Sarkozy vienne un peu quand même s'il n'a pas parlé de l'UMP, vienne un peu au secours d'une droite qui joue gros dimanche quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas arriver derrière le Front National, parce que là, je crois que le parti rentrerait en convulsion. C'est un gros enjeu et on va en reparler. Sur le fond, maintenant, des propositions pierre angulaire donc, de sa démonstration, Nicolas Sarkozy affirme que l'on peut changer l'Europe, en commençant par la question sensible des flux migratoires. Regardez cette petite phrase. L'échec est sans appel, dit-il. Il faut suspendre immédiatement les accords de Schengen et les remplacer par d'autres auxquels les pays membres ne pourraient adhérer qu'après avoir préalablement adopté la même politique d'immigration. Concrètement, est-ce qu'on peut suspendre Schengen comme ça, Édouard Tétrault? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce sont juste des mots? Alors, d'abord, c'est dans le contexte de cette tribune. Effectivement, tout à l'heure, l'UMP est chagriné qu'on n'ait pas parlé du parti dans la tribune. Bon, l'UMP, en même temps, est très peu audible sur l'Europe. On sent qu'il y a un manque de travail. Et ce n'est pas uniquement le fait qu'il y ait des têtes de liste qui soient soit des recalés ou des recyclés du suffrage électoral, mais il y a un manque de travail. Il s'exprime aussi, ce manque de travail, de mais fond, techniquement, un petit peu, oui, justement, il s'exprime un petit peu dans cette tribune. Si vous voulez, Schengen, bon, c'est une tribune, cette tribune, elle est courageuse. D'abord, il y a peu de gens qui s'expriment pour l'Europe aujourd'hui. Il y a peu de mots où on serait contre. Mais en revanche, est-ce qu'on peut supprimer Schengen, suspendre Schengen du jour au lendemain comme il le demande? Sur Schengen, c'est comme ces éléments sur la Commission. Schengen, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on dit la France décide qu'il n'y a plus de Schengen 1, on fait Schengen 2. Schengen, c'est un traité, c'est une parole d'un État, c'est la parole d'un État, la France. On ne claque pas des doigts comme ça en disant on passe à Schengen 2. C'est un travail profond, Schengen. Donc, ça fait partie des propositions un petit peu rapides, je trouve, hélas, qui vont dans le bon sens, mais un petit peu rapides, comme la zone économique franco-allemande. Il faut beaucoup plus de travail, il faut creuser, et surtout, il faut respecter les institutions. On ne refera pas l'Europe sans les institutions. D'où cette accusation. S'agit-il d'une posture? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette question, Nicolas Sarkozy n'a pas toujours eu le même avis. Lorsqu'il était président, il avait même précipité l'ouverture totale des frontières aux travailleurs de l'Est. C'est bien l'idée de Schengen, la libre circulation des personnes. C'était en 2008 devant les députés polonais qui n'en attendaient pas tant. Souvenez-vous. Il est temps pour la France de lever les dernières restrictions à la libre circulation des travailleurs polonais comme des travailleurs des autres États qui ont rejoint l'Union en 2004. Sa tribune relève de la posture ou il a vraiment changé d'avis entre-temps? Comment vous Non, moi je pense que dans un premier temps, quand j'ai lu cette tribune, j'ai trouvé que d'abord c'était bien qu'il y ait un plaidoyer pro-européen, parce que c'est vrai que les pro-européens ils sont à la ramasse un peu sur cette campagne, que c'est les anti-européens qui auront dominé cette campagne. Ça c'est fait. Donc même en disant bien. Des choses qu'on ne pourrait Mais pas après, faire. je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a par moments ça tient un peu de la posture. Vous avez raison. Il y a des points où c'est pas très précis. Schengen 2, voilà, il dit ça, mais il dit pas comment on va faire. On n'a pas le mode opératoire.
opératoire, on n'a pas le contenu d'un nouveau Schengen. Alors c'est une tribune, il ne va pas non plus rentrer dans les détails, mais il aurait pu au moins donner les premières pistes. Il n'y a pas, ça c'est vrai. Sur l'espace, le grand espace franco-allemand, bon, c'est pareil. Alors évidemment, c'est surtout une manière pour lui de montrer à François Hollande que lui serait capable d'aller plus loin avec la chancelière Merkel, avec qui il a une meilleure relation, avec qui il avait une meilleure relation que François Hollande ne l'a aujourd'hui. Donc tout est un peu, je dirais, tout doit être finalement lu dans la perspective de 2017. C'est-à-dire que c'est Nicolas Sarkozy qui écrit quasiment pour montrer qu'il ferait mieux que François Hollande. Et d'ailleurs, tout est dit dans le titre, hein, l'absence de leadership met l'Europe en danger. On a compris que c'était une phrase qui était destinée à François Hollande et que lui, s'il était aujourd'hui en position, son énergie, son volontarisme ferait que l'Europe irait mieux. Bon voilà, mais en même temps, après, quand on lit la tribune, on n'a pas les éléments plus précis, programmatiques. Je trouve qu'ils n'y sont pas. Et justement, vous parliez de la réforme des pouvoirs de la Commission. C'était une des phrases qui avait été aussi notée. On avait déjà commencé à en parler hier. La situation est aujourd'hui à la limite du ridicule, dit-il, en parlant des pouvoirs normatifs et réglementaires de la Commission. Elle nous condamne à l'impuissance. Il faut supprimer au moins la moitié des compétences actuelles communautaires. Là, c'est pareil. Ce ne sont que des mots ou c'est quelque chose qu'on pourrait faire facilement? Mais non, là aussi, c'est la France qui décrète l'Europe telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Ça ne marche pas comme ça, l'Europe. Hein. Je comprends ces critiques sur la Commission européenne. Mais ce n'est pas la Commission qui est en cause, c'est la Commission Barroso. Effectivement, vous avez un Manuel Barroso qui a fait un sans faute dans l'erreur depuis qu'il dirige cette Commission, notamment avec la crise financière qu'il n'a ni anticipée ni suggérée. Et d'une certaine façon, la faiblesse de la tête de l'exécutif européen, Manuel Barroso, mais aussi les autres, ont aggravé la crise. Donc ce n'est pas une question institutionnelle, mais c'est beaucoup plus le type de leader que l'on va mettre à la tête de ces institutions. Et puis on ne peut pas, d'un claquement de doigts, là encore, dire écoutez, maintenant, cela revient aux politiques nationales. On ouvre une boîte de Pandore dans ces cas-là. Les Britanniques vont vouloir récupérer ceci. Les Allemands vont dire attendez, la PAC, là, c'est pas possible. Ça, c'est la fin de l'Europe. C'est la fin de l'Europe. On est au contraire dans un mouvement, M. Sarkozy, il a raison, il prône le franco-allemand, moi aussi. On est dans un mouvement où l'Allemagne essaie d'encore plus intégrer les pays à l'Union européenne, une démarche fédérative. Bon, ce n'est pas le moment de dire non, on va justement chacun récupérer nos billes et ça ira mieux demain. C'est l'inverse qu'il faut faire. Sur le franco-allemand, on aurait aimé plus de précision, un engagement sur Alstom et Siemens, par exemple. On est un petit peu sur sa fin et on trouve qu'il y a des phrases un petit peu rapidement faites qui vont dans le bon sens, mais qui ne sont pas creusées. Le storytelling de son entourage qui dit il a trouvé une troisième voie. Finalement, il réconcilie les eurosceptiques avec ceux qui croient en l'Europe. Finalement, tout ça, c'est bidon, Bruno Jeudi. Bon, qu'il ait pu peut-être un peu réconcilier quelques souverainistes de l'UMP avec les pro-européens, peut-être que c'est possible, mais aujourd'hui, le clivage est beaucoup plus important. Le fossé s'est creusé. Maintenant, il y a les vrais anti-européens dans ce débat, on les a vus dans plusieurs partis. Ils tiennent le haut du pavé au Front National, dans d'autres formations. Et puis, on n'est plus vraiment dans l'eurosceptique et le pro-européen. Maintenant, on est vraiment dans l'européen et l'anti-européen. Enfin, je trouve que c'est un peu dépassé ça. Donc, je vais réconcilier tout le monde. Je suis pas sûr que ce soit encore à ce niveau-là que ça se pose. Sur le Front National, donné en tête par de nombreux instituts de sondage, au coude à coude, par d'autres avec l'UMP, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, toujours avec une position d'avance. Si ça se produit dimanche soir, ça donne quoi sur la classe politique en France ? Bon, ça donne quand même un beau séisme pour la classe politique dimanche soir et les jours qui vont suivre quand même. C'est vrai qu'en même temps, il ne va pas se passer plus de choses que ça. Manuel Valls va rester à son poste. Les partis vont rester à touiller un peu les mêmes choses. Marine Le Pen sera quand même en tête pour la première fois dans une élection en France. Et c'est l'étranger qui va regarder la France autrement. D'ailleurs, Marine Le Pen, sans attendre ça, nos confrères, plusieurs magazines anglo-saxons ont déjà fait la une, évidemment, avec Marine Le Pen. Donc, effectivement, ce sera quand même assez important. C'est un des pays fondateurs. Et aujourd'hui, à part en Grande-Bretagne, il n'y a guère que la Grande-Bretagne et la France où les formations anti-européennes peuvent arriver en tête à ces élections. Effectivement. Et les Pays-Bas, où ils sont deuxième, si je me deuxième, trompe pas. voire troisième. Voire troisième, puisqu'ils sont en train de redescendre. De redescendre. Ça reste quand même un mouvement européen, cet anti-européanisme, cet euroscepticisme globalement.
Oui, mais alors je rebondis sur ce que vient de dire Bruno. Tout à fait d'accord. Au fond, on a déjà acté en France le résultat. Les partis dits de gouvernement UMP et PS, on se prend une claque qui sera méritée quand on voit là encore la faiblesse de l'ardeur et les têtes de liste qui ont été affichées, qui sont quand même, on aurait pu trouver autre pour réinventer, renouveler le message européen. Mais ce qui va être beaucoup plus important, c'est que dimanche soir, nos grands partenaires, les Allemands notamment, les Italiens aussi. Mais qu'est-ce qui se passe en France ? La France est vraiment si malade que cela, au point de mettre comme premier parti européen, non seulement comme premier parti aux élections européennes, non seulement un parti populiste, mais un parti qui a un programme économique d'extrême gauche, qui en appelle aux nationalisations, à la suppression de l'euro, au retour des frontières, aux droits de douane. Et ça, Bruno a raison, ça va être le vrai sujet. C'est que nos partenaires, à partir de dimanche soir, vont se dire, mais l'homme malade de l'Europe, c'est vraiment en train de devenir la France. Qu'est-ce qui se passe ? Et parce que les partis de gouvernement n'ont pas fait le boulot depuis des années et des années, se défaussant sur la Commission de Bruxelles, sur l'Europe en général, pour cacher les réformes qu'il y a à faire en France. Voilà ce que l'on pouvait dire à 3 jours de ces élections et sur cette tribune tardive, disait tout à l'heure Laurence Parisot de Nicolas Sarkozy. Merci Bruno Jeudi, merci Édouard Tétrault. Vous restez avec nous tout de suite après la pause de la deuxième partie. On va parler de la réforme pénale. Christiane Taubira est prête. Elle a même convoqué le banc et l'arrière-banc au ministère pour présenter cette réforme. Nous étions sur place. À tout de suite.